suis Mathieu Tardy, je suis responsable du Centre Migration et Citoyenneté et, je suis accompagné de mes collègues Barbara Delanceau et Sophie Bilong. Et on voulait revenir sur le Covid et sur l'impact sur les migrations internationales. C'est-à-dire, ça peut sembler encore aujourd'hui en octobre 2022, anachronique peut-être de revenir sur cette question-là. Mais ce qu'on voulait aussi voir, c'est quels sont les impacts un peu sur le moyen et long terme. L'idée n'est vraiment pas de raviver cette mauvaise période qu'on a tous subie avec les confinements, les interdictions de voyage et bien sûr les conséquences sanitaires qu'on a tous vécues, mais bien de voir aussi 2 ans après, plus de 2 ans après le début de la pandémie, en fait, est-ce qu'il y a eu un impact sur ces mobilités internationales encore aujourd'hui, sur le moyen et puis sur l'avenir, et comment finalement les politiques qui ont été mises en place pour lutter contre la diffusion du Covid, c'est-à-dire que c'est pas le virus en soi qui a été un facteur de restriction des mobilités internationales, mais bien les politiques qui ont été mises en place. Est-ce que ce sont des politiques qui sont finalement été mises en place de manière très rapide et qui vont avoir un impact sur le moyen terme, c'est-à-dire qu'il y a eu un avant et il y aura un après Covid, ou alors on est revenu aujourd'hui en octobre 2022, alors que le dernier pays finalement qui avait des restrictions de voyage, le Japon, on les a levées la semaine dernière, aux mêmes affaires qu'avant, c'est business as usual, où on est vraiment un peu entre les deux, et que le Covid a été finalement plus un accélérateur de tendances migratoires et des politiques migratoires que l'on peut observer depuis plusieurs années ici en Europe, mais l'objectif aussi de cette conférence n'est pas forcément uniquement de parler de la dimension européenne, mais vraiment de niveau mondial. Et donc, pour tenter de répondre à ces questions, nous avons le plaisir et le grand honneur d'accueillir deux éminentes spécialistes qui vont pouvoir dialoguer et échanger, y compris avec vous. Tout d'abord, je présente Catherine Wittol de Wenden, directrice de recherche au CNRS, que je pense que la plupart d'entre vous connaissez, vous avez déjà entendu. Et puis, on a aussi le plaisir de recevoir Christian Kupch, qui est spécialiste senior des politiques migratoires au Bureau international du travail et qui a fait vraiment une grande gentillesse de nous rejoindre et aussi gentillesse de s'exprimer en français, ce qui est toujours appréciable. Pour lancer les échanges avec Catherine et Christiane, on a produit 3 courtes vidéos, là aussi avec des experts et des spécialistes internationaux. C'est des vidéos qu'on a produites avec Bottom Up. Et vous y entendrez des entretiens avec Megan Benton, qui travaille au Migration Policy Institute à Washington, au bureau de Washington, avec Mariama Awumbila, qui est professeure à l'Université du Ghana. On voulait avoir aussi un éclairage plus sur la dimension Afrique de l'Ouest et de l'impact en Afrique de l'Ouest. Et Jonathan Prentice, qui est le responsable du secrétariat du réseau des Nations Unies sur les migrations. On reviendra peut-être aussi sur le rôle de ce secrétariat au cours de cette discussion, mais voilà, qui est le secrétariat qui coordonne un peu l'ensemble des agences des Nations Unies sur les questions migratoires et qui avait été lancé après le pacte de Marrakech en décembre. Quelques petites précisions avant de lancer la première vidéo. Les entretiens ont été réalisés au cours de l'hiver dernier, donc en plein vague Omicron. Donc, vous y entendrez aussi il faut aussi resituer ces entretiens dans cette période-là, donc pour rappeler très bien ce qui se passait. Néanmoins, beaucoup de choses qui sont dites par Megan, Mariama et Jonathan qui sont pas caduques encore aujourd'hui, y compris en termes d'analyse. Et c'est vraiment ça que l'on veut faire. C'est pas forcément dire quelle est la situation aujourd'hui, mais vraiment analyser ce qui s'est passé et quels vont être les effets à l'avenir et aujourd'hui. Des petites règles d'organisation aussi de ce webinaire. On a
pas voulu utiliser la fonction webinaire de Zoom, mais plutôt la fonction réunion. On pensait que c'était peut-être un peu plus chaleureux dans la mesure où on peut être chaleureux sur derrière son ordinateur, mais permettre aussi d'avoir un peu plus d'échanges. Il y a quand même, du coup, ça demande un peu plus de discipline, donc de bien penser à éteindre vos micros, particulièrement quand les intervenants interviennent et quand les vidéos seront lancées. Donc ça, c'est important. Et puis sur la prise de parole, bien sûr, de ne pas prendre la parole pendant les interventions de Catherine et de Christiane. On va essayer de prendre d'abord le temps à la fin de prendre vos questions. Donc, on vous demandera de lever la main pour utiliser la fonction lever la main. Vous pouvez aussi, pendant le webinaire, écrire vos questions dans vos chats. Ma collègue Sophie les prendra au fur et à mesure et on pourra les poser aussi à Catherine et à Christiane. Donc, voilà un peu pour les règles basiques pour le bon déroulement de ce webinaire. Et je laisse Sophie lancer la première discussion avant de pouvoir discuter avec Christiane et Catherine. Well, I think at the height of the pandemic, as you said, in maybe late 2020, early 2021, there were something like 111,000 different travel restrictions around the world in force. Currently, I think there are some 25,000, so quite a dramatic drop, but still quite a significant number of restrictions. These are complicated rules that range from entry bans on particular countries, arrivals from particular countries to health requirements, quarantine requirements, surveillance requirements. More than 100,000 still in place prior to the Omicron outbreak. And what's striking about that is it is still making it hard to understand where you can move to on a short-term basis or a long-term basis. It's making it hard to navigate rules. It's creating this kind of labyrinthine, complicated system that you have to, be very knowledgeable and resourced to navigate. But it's also about the way that the right to cross borders was recalibrated in the course of the pandemic. So I think it's fascinating that somebody can be prevented from boarding a plane because of a negative test, even if they're a citizen of the country that they're traveling to. Even the right to return has become so squeezed. And that has been a real shock, I think, for people who were in possession of a passport of an affluent country. The idea that these free movement rights that you take very much for granted are all of a sudden very, very conditional. But it's given us a little bit of insight into what it's like to come from countries that do not face the same liberty to kind of travel to different countries because they face challenges getting a visa, or perhaps because they don't even have access to a passport. Movement has always been deeply unequal, and free movement has never been a right in the way that people understand it and can actually tangibly touch it for a lot of the world. So I think it's been interesting for those of us from affluent countries to get a little taste of some of those inequalities, or at least the conditionalities in the way that we understand the right to move. The key thing you see when you look at West African migration is that, unlike the media images, the political narratives, which seems to suggest an exodus of Africans, and particularly West Africans, to Europe and North America, this is far from the truth. So if you look at the movements, the statistics in Africa just show that about 67% of Africans move within Africa. And when you come to West Africa, it used to be about 10, 15 years ago, it used to be as high as even 84%. The current statistics is around 74%
of all West Africans moving actually do move to another West African country. And then another 10% or so move to other regions of Africa. So we've talked about the ECOWAS Free Movement Protocol. This was developed in 1979. What it does is it guarantees free movement of persons within I think we have 15 ECOWAS countries. So closure of land borders, and they are still closed. For many countries, Ghana's at least is still closed. Travel restrictions, initially lockdowns, which affected all categories of people, all those issues around social distancing. Increasingly now, the travel restrictions, travel ban, now you're having vaccine mandates and so on. Many of these have had an impact on mobility for a region that is so highly mobile. So during those times, for instance, a lot of West Africans were caught, stranded, in borders, and so on. There were some people tried to, go through using illegal means. Even up to now, some people still try to go through illegal means, and they are often arrested and deported. And this is surprising, given the fact that you have a regional free movement. And these are ECOWAS citizens. But unfortunately, with COVID now, national policies appear to rather, bear weight compared to regional policies. So I think IOM, for instance, estimated about 20,000 West Africans were stranded initially I think by June last year or so, when these mandates were put in place. Many people were stranded. But I think if you look at Schengen, for instance, there have been increasing uses of additional checks in the Schengen area, particularly in response to large-scale migration movements since 2015. But I was looking a little bit further back at some of the reasons that any of the additional restrictions have been placed in internal border checks in the Schengen area. It's interesting how in the 90s it was because of big football events or because of concerns about the Hells Angels bikers in Scandinavia. Then, sometimes because of big conferences, but then you start seeing security and terrorism become more of a concern. Paris attacks, we saw in internal border checks. And then there was, a huge burst in how they were used in response to the 2015-2016 so-called migration crisis. So I think that the seal had already been broken on internal borders within Schengen and additional checks there. But it was interesting just how kind of comprehensive those restrictions on internal movement were. Merci. Donc je vois que Catherine est au téléphone, donc peut-être commencer avec vous, Christiane, sur qu'on a entendu aussi dans ces vidéos, c'est quelque part comment ces espaces de libre circulation qui existent plutôt au niveau régional. Donc Mariama et Megan parlaient de la CEDEAO, donc l'Afrique de l'Ouest et l'espace Schengen, donc ici en Europe, ont été souvent des espaces qui ont été mis en place justement pour la libre circulation des travailleurs et de permettre aussi à des travailleurs d'aller d'un état à un autre. Donc là, c'est en quelques semaines, ces espaces se sont fermés. Quel impact ça a pu avoir sur la vie des personnes, et est-ce que en fait, ça a été vraiment possible de fermer totalement à tous les travailleurs migrants et étrangers ces espaces-là? Alors, tout d'abord, bonjour à tout le monde, je suis très heureuse d'être là et oui, je vais essayer tout de suite de répondre à cette question. Je crois que, en effet, non, ça n'a pas très bien réussi de fermer toutes les frontières.
Et en fait, nos politiciens se sont rendus compte très vite que c'était pas une bonne idée non plus. Nous sommes arrivés à un niveau de globalisation, à une mondialisation telle que on a vu les chaînes de production également interrompues et toutes les répercussions que tout ça a pu avoir sur les économies et que nos sociétés et économies ne fonctionnaient simplement plus. Donc, il y a, si on pense à l'Union européenne, évidemment, c'est aussi contraire, comme disait Myriama, c'est contraire aux règles de ces zones d'intégration, de fermer les frontières aux personnes. Et donc, on a dit, bon voilà, c'est au contraire à notre esprit, on devrait travailler ensemble. Et beaucoup de gouvernements se sont très vite mis d'accord qu'au moins par certains travailleurs dans certains secteurs qui ont été très vite labellisés comme essentiels devraient rester à ce moment-là, les frontières devraient rester ouvertes ou on devrait trouver des ententes particulières. Il y avait par exemple, si je prends l'Allemagne, ils ont très vite mis à disposition des avions spécifiques pour pouvoir faire venir des travailleurs dans l'agriculture saisonnière dans les pays de l'Est, d'Europe de l'Est, qui étaient régulièrement employés dans les champs auparavant. Les gouvernements se sont rendus compte très vite qu'ils ne pouvaient pas non plus remplacer les travailleurs migrants par des nationaux. Là, je pense que la France était un très, très bon exemple. La France avait essayé de mobiliser les citadins pour travailler dans les champs. Il y en avait beaucoup de volontaires pendant quelques jours parce qu'ils voulaient juste simplement, probablement, échapper leur confinement et être un peu à l'air. Mais très vite, la force de travail nationale s'est dissipée dans la nature, pour ainsi dire, parce que c'est des travaux tellement durs et qui demandent aussi certaines qualifications que les gens n'ont simplement pas. Il y avait des grandes histoires ici en Suisse, par exemple, mais aussi en Allemagne et je pense aussi dans d'autres pays, par rapport aux paysans qui étaient extrêmement stressés par le fait qu'il y a tout à coup des nationaux non formés qui bousillaient les asperges dans les champs et ce genre d'anecdotes, il y en avait plein. Et puis, toutes ces anecdotes que je raconte là maintenant sur l'agriculture en Europe, des choses pareilles se sont aussi passées par ailleurs dans d'autres zones d'intégration dans le monde entier, hein, que ce soit au Mercosur, ou à l'ASEAN ou à la CEDEAO dont Myriam a fait référence. Merci beaucoup. Donc, en fait, je veux dire notre économie a besoin des travailleurs étrangers. C'est ça aussi dont on s'est rendu compte pendant les confinements, en tout cas. Donc, c'est aussi intéressant. Peut-être, Catherine, pour revenir aussi sur un certain nombre d'éléments qui ont été posés pendant la vidéo et puis au regard aussi de tous vos travaux sur la liberté de circulation là au niveau peut-être plus mondial, c'est-à-dire des restrictions aussi par rapport aux politiques de visa qui au début on était plutôt difficulté était plutôt de pouvoir sortir de son pays. Après, la phase d'après a été plutôt la difficulté de pouvoir rentrer dans un pays. Est-ce que là, finalement, avec le Covid, on a passé une nouvelle étape des mobilités internationales, en tout cas du régime des mobilités internationales? Est-ce que finalement, et la surprise pour nous tous a été la fermeture des frontières en si peu de temps, et y compris dans l'espace, notamment ici, Schengen, c'est-à-dire en une semaine, toutes nos frontières étaient fermées. Et est-ce que c'est aussi une étape psychologique, la fin d'un tabou? Et à l'avenir, ça sera beaucoup plus facile pour des gouvernements de décider de fermer une frontière ou au contraire, peut-être qu'on a appris aussi de nos erreurs. Alors, merci beaucoup de cette question. Effectivement, moi qui me suis intéressée à la fermeture et à l'ouverture des frontières, j'ai vu une sorte de réalisation in vivo, si j'ose dire, du rêve des partis d'extrême droite, des populistes, puisque les frontières étaient fermées. Et ça a été une démonstration
pour ceux qui s'intéressent à l'ouverture des frontières comme moi, que les frontières fermées, ça n'est pas formidable, loin de là. Et ça a révélé, notamment dans les pays européens, mais ailleurs aussi, d'une part que les Européens eux-mêmes ne pouvaient plus circuler librement et qu'ils n'étaient plus nécessairement désirés ailleurs. Donc, pour eux qui voyageaient très facilement avec leur passeport qui leur permet de circuler facilement sans visa, c'était une découverte qui devenait indésirable, y compris dans des pays du Sud auxquels ils imposent depuis des décennies des visas. Donc ça a été une sorte de renversement de situation, notamment pour les Européens qui voulaient sortir des frontières. Deuxièmement, la fermeture, ça a révélé les pénuries de main-d'œuvre, ça a été dit tout à l'heure. On a vu par exemple en Allemagne la dépendance de l'Allemagne pour les Ukrainiens. À l'époque, pour la collecte des asperges, je me suis aperçu que l'Allemagne sans doute devait produire beaucoup d'asperges au printemps parce que c'était un sujet qui apparaissait tout le temps dans les journaux. Qu'en Espagne, c'est les Marocaines qui viennent cueillir les fraises, mais que là, elles ne pouvaient plus venir cueillir les fraises et que les Espagnols qui s'y sont mis étaient sans doute considérés comme moins performants que ces femmes marocaines pour cueillir les fraises ou moins décidées à le faire. En France, dans le sud-est, les régions de fruits et de légumes, on s'est aperçu que c'était compliqué aussi de faire venir soit des étudiants, soit des gens qui n'avaient pas tellement envie de faire ce travail-là et qui étaient moins habitués que les Marocains à faire ce genre d'activité. Puis dans des pays où il y a beaucoup de dépendance à l'égard des fameuses badanti, comme on dit en Italie, notamment en Autriche et en Hongrie, qui n'étaient pas spécialement ouverts à la question migratoire, eh bien, ils faisaient venir discrètement des gens qui venaient de l'autre côté de la frontière pour garder les personnes âgées ou les enfants. Donc, la prise de conscience des pénuries de main-d'œuvre a été très forte. Mais en même temps, si on regarde le pacte européen sur l'immigration et l'asile, on s'aperçoit qu'on n'a pas beaucoup bougé sur l'ouverture des frontières à l'immigration de travail. On reste dans le sécuritaire comme esprit général de la politique européenne et donc ça n'a pas amené une prise de conscience de ce point de vue-là de la nécessité de changer de régime et donc d'avoir un autre système de gestion de l'immigration de travail qui permettrait entre autres de régler une partie de la question de l'asile et notamment de l'engorgement des profils qui sont ce qu'on appelle des flux mixtes. Ailleurs qu'en Europe, on a vu notamment la chute dramatique des transferts de fonds. Pour les pays du Sahel, notamment, on a eu 20% de transferts de fonds qui ont diminué, ce qui a été dramatique dans des pays qui sont dépendantes des transferts de fonds des migrants qui ne pouvaient plus bouger ou quand ils étaient restés ailleurs, ils ne pouvaient plus travailler. Donc, on l'a vu aussi chez toute une série de petits métiers, y compris étudiants d'ailleurs, que font ces migrants parfois en situation irrégulière, qui n'avaient plus du tout de ressources, qui allaient manger au resto du cœur et qui ne pouvaient plus envoyer de l'argent dans leur pays. Donc, ça c'est devenu assez dramatique. Et dans d'autres pays, on a vu des grands mouvements, comme l'Inde, par exemple, de migration interne, des centaines de milliers de gens qui venaient du sud de l'Inde, qui étaient allés travailler au nord, qui refluaient dans une période de Covid, donc de grandes épidémies, dans leur région de départ. Donc, ça a créé aussi des migrations internes très importantes dans des pays qui connaissent ces mouvements migratoires. Donc, on a eu une sorte de bouleversement des modèles, si j'ose dire, de la migration, mais qui ne se sont pas nécessairement traduits par des bouleversements des politiques migratoires. Et est-ce que vous pensez, parce que comme vous le mentionniez, et Megan aussi, c'est que nous, finalement, les Européens, se retrouvent dans une situation où on n'avait pas l'habitude, c'est-à-dire qu'on de voyager. Et est-ce que vous pensez que finalement, ça n'a pas eu d'impact, y compris sur notre propre perception des questions et des enjeux migratoires et des politiques que les pays du Nord, souvent, imposent aux pays du Sud, dans ce sorte de tension entre Nord et Sud, sur lequel on peut revenir, mais qu'on peut aussi peut-être atténuer, mais sur les questions migratoires et les politiques migratoires et la gouvernance migratoire. Tout à fait. Alors, je pense que de ce point de vue-là, il y a eu une prise de conscience, je l'ai constaté dans mes cours, et vous aussi peut-être, Mathieu, la prise de conscience de l'inégalité des passeports.
c'est-à-dire les bons passeports et les mauvais passeports. Et là, ils sont aperçus, les Européens, qu'ils n'avaient pas de si bons passeports que ça, parce qu'ils ne pouvaient plus circuler au sud, alors qu'ils ont découvert aussi que certains pays du sud avaient de très mauvais passeports, si j'ose dire, parce qu'ils pouvaient aller nulle part. Ils étaient obligés de fournir des visas pour l'ensemble des pays où ils voulaient aller. Donc, la prise de conscience de la valeur des passeports, mais aussi des cotes, si j'ose dire, des passeports européens et autres, et américains et canadiens et japonais et autres qui ont des facilités pour circuler, est devenue tout à fait importante dans cette période, puisqu'ils n'étaient plus désirables, si j'ose dire, dans les pays, soit où ils faisaient du tourisme, soit où ils allaient pour des périodes courtes comme experts, etc. Donc là, il y a eu une sorte de prise de conscience véritablement de ce que peut être le phénomène migratoire, être indésirable et indésiré, ce qui est le cas de beaucoup de migrations du sud vers le nord. Et là, ça a été plutôt une vision inverse, nord-sud, si j'ose dire, pour beaucoup de ces gens qui sont détenteurs de bons passeports, entre guillemets. Oui, ça a mis un peu les gens sur un pied d'égalité. Exact. Pour certains, ils se sont rendus effectivement compte pour la première fois de leur vie que ce qu'endurent d'autres gens tout le temps. Tout à fait. Et dans les discussions peut-être au sein de l'OIT et du BIT, est-ce que c'est aussi un enjeu qui est apparu de manière plus forte depuis le Covid, c'est-à-dire Vous voulez dire des frontières? Des frontières, de la nécessité en fait aussi de maintenir des voies d'accès, en tout cas des ouvertures pour un certain nombre de travailleurs en fait. Ah oui, non, mais bon, je crois pour nous, évidemment, l'optique, c'était aussi les économies dans leur ensemble, et ça a mis en exigure le fait de la dépendance extrême qu'on vit dans le monde actuellement. Et ça l'a mis aussi, je trouve très intéressant, une fois, ça a mis aussi un peu le miroir, pour exemple, pour les Européens, qu'on voulait toujours gagner plus, gagner encore quelques centimes sur un médicament, par exemple, en le faire fabriquer en Inde. Et là, on s'est rendu compte, oulala, on s'est rendu dépendant. Et pour certaines choses, c'est peut-être pour certains produits, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Et nous prenons aussi cette optique au BIT, évidemment, du climat de plus en plus, la transition climatique. Et là aussi, dans ce domaine-là, on peut évidemment se lier, on peut se demander pour certains processus de production, est-ce que ça fait vraiment du sens de traverser le monde et de passer dans des gros containers, des bateaux containers, etc. Et polluer le monde? Est-ce que c'est possible de faire plutôt d'une économie un peu plus verte? Puis là, c'est dans ce que nous appelons maintenant la reprise, ça joue aussi un grand rôle, cet aspect-là de la transition vers un environnement un peu plus protégé. Merci. Je vous propose, on va poursuivre la discussion plus sur l'impact sur les personnes et les personnes migrantes et réfugiées avec le deuxième film, le deuxième vidéo. À toi, Sophie. The interesting developments or issues or phenomena to emerge from the COVID-19 pandemic and our collective responses to it was a greater recognition of both the ubiquity of migrants and migration, that really they exist in every society, and how critical they are to the functioning of our societies, where we realized how many migrants were part of our frontline services, whether in the provision of health or critical supplies, for example. So this, I think, was very positive, that we realized those two phenomena beyond the world of migration experts or policy makers. That, I think, is great. What was not so great was that the pandemic and responses to it
also exacerbated many of the vulnerabilities that migrants face. It didn't necessarily create new ones, but I think it intensified vulnerabilities that many migrants, perhaps particularly, but not exclusively, migrants in an irregular status faced. For example, heightened exposure to infections, or increased impact from job losses, or difficulties in accessing services, including vitally vaccinations, and a intensifying of discriminatory or bigoted discourse against migrants. I would also say that it's sort of impacting on regular forms of migration. You know, as some of the regular, what we want, legal forms of migration are closing, people who are very vulnerable are sort of tempted to move irregularly. So, for instance, in the last decade or so, a movement to the Gulf states is now a very key livelihood strategy for many Ghanaians, especially low skilled and skilled workers. They go as domestic workers, construction workers, security men, drivers, and so on. And there were active recruitment agencies, you know, employing them and placing them. There have been a lot of reports about exploitation and abuses. And the Center for Migration said it's a steady last, and we are getting the part that people are still going, but because the recruitment agencies have been banned from recruiting, now informal brokers have come into play, and they still try to recruit and traffic them. The latest we are hearing is that they move from Ghana to another West African country, a lot of it Nigeria, and then from Nigeria, there are networks, and then so they are still going to the, but now they are not going formally. And this is more worrying because then now they are going under the radar. All of the big drivers of irregular movement that existed prior to the pandemic are still there, whether it's the economic conditions, climate change related displacement, conflict, violence. Certainly the economic devastation that a lot of countries are still facing as a result of the pandemic is driving a lot of people to move in higher numbers, but that's not necessarily related to the border and mobility policies. It's related to the other effects of the pandemic. I think we're seeing lots of different sort of interested shifts that could really have seismic impacts on migration for the foreseeable future. I mean, these erosions to the principle of territorial asylum, the increasing use of pushbacks, conversations about extraterritorial processing, the refusal to make exception for asylum seekers under public health orders, all of these shifts we've seen in the last few years, you know, you can tie some of them to the pandemic. Some were happening anyway. Some were justified under the umbrella of public health. I think that this is the direction of travel, and certainly makes it much harder to seek protection in the modern world, but I think it would be difficult to hold COVID-19 solely responsible for that. Alors, là, sur cette vidéo, c'était davantage pour montrer l'impact finalement des politiques de lutte contre le Covid sur les personnes exilées, les migrants, les réfugiés. Peut-être pour Christiane, pour commencer, Jonathan Prentice a mis en avant qu'il y a une certaine forme de reconnaissance des travailleurs essentiels et qu'on s'est rendu compte que les travailleurs migrants étaient surreprésentés d'une certaine manière dans ces travailleurs essentiels. Est-ce que ça s'est traduit derrière par une amélioration de leurs conditions de travail, leurs conditions de séjour, leurs conditions de leur statut dans les pays d'immigration, et puis l'accès aux droits sociaux? Et est-ce que finalement cette amélioration, s'il y en a une, est-ce qu'elle a été durable? Est-ce que ça continue jusqu'à aujourd'hui? Je crois honnêtement, c'est encore un peu trop tôt
de dire tout ça parce que nous sommes évidemment en train de vivre la prochaine crise avec la guerre en Ukraine. Et on espère au BIT et à l'OIT, on travaille pour que ce soit le cas. Et on est très vocal, on est très... on souligne très souvent que ça devait être le cas, que les migrants doivent être traités la même chose que les travailleurs nationaux. Et justement, cette crise a mis en avant le fait que les travailleurs migrants jouent un rôle tellement essentiel, et notamment dans plein de secteurs qui sont des secteurs où beaucoup d'emplois sont mal payés, etc. Et comme nous avons toujours une approche très globale et pas forcément axée sur un groupe de personnes, mais nous voyons les travailleurs, disons les migrants, les travailleurs migrants comme travailleurs essentiellement. Nous allons aussi au sein de notre organisation faire des efforts pour que la situation dans certains secteurs va s'améliorer dans son ensemble, parce que nous croyons que c'est très important de regarder la population, toute la population concernée, et pas seulement, par exemple, maintenant les migrants. Évidemment, les migrants sont ceux que, c'est très juste, on dit les collègues là dans les vidéos, qui étaient le plus frappés, qui étaient bloqués, qui étaient sommairement suspendus, qui étaient complètement endettés vis-à-vis des recruteurs. Ça, c'est des phénomènes qu'on a eu en Asie énormément. Etc. Et à cause de leurs faibles revenus, justement, ils avaient souvent même pas vraiment la possibilité de se soutenir. Et en plus, il y avait des discriminations dans l'accès au système de santé, dans l'accès aux prestations sociales, etc. Donc, il y a toutes ces vulnérabilités pour les migrants. Pour l'instant, je dirais, comme c'est pas encore, on ne peut pas encore super bien parler d'une vraie reprise, je ne vois pas non plus qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites en faveur des migrants en particulier. Il y a dans certains secteurs et dans certains cas, je dirais par exemple dans l'industrie alimentaire qui font la viande, etc. En Allemagne, par exemple, il y avait des lois spécifiquement pour protéger les, comment est-ce qu'on a dit ça, les travailleurs de service, ils appellent ça, je crois, en Allemagne, Werkvertragsarbeitnehmer. Donc là, il y avait des changements dans la législation et c'était clairement dirigé surtout sur les travailleurs migrants parce que les médias ont fait savoir à toute la population que dans ce secteur, les gens exploités, c'est dans une grande partie des migrants. Donc pour ça, il y a certaines petites améliorations, mais je dirais on est très loin de dire magnifique et maintenant on va faire des énormes efforts. C'est aussi le cas pour, par exemple, si vous regardez le secteur des soins, là aussi, on était tous sur les balcons le soir pour applaudir les infirmières et les médecins, etc., qui étaient super stressés à cause du Covid. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'améliorations? Il y avait dans certains pays des petites augmentations, mais même pas dans le temps, mais juste des bonus et des fois ridicules qui ont été payés. Donc là, il y a beaucoup encore à faire, mais je pense que les syndicats, notamment un peu partout dans le monde, vont être là derrière et mettre le doigt là-dessus en rappelant au gouvernement et aux employeurs que voilà, vous étiez très dépendants de nous et puis il faut faire quelque chose à la longue. Actuellement, on observe aussi une pénurie de main-d'œuvre plus accrue qu'avant le Covid. Et ça, c'est notamment le cas parce qu'il y a certaines personnes, par exemple des personnes plus âgées qui ont décidé je ne vais plus travailler, la vie peut être très courte, il y avait beaucoup de morts avec la Covid, donc il y a ces personnes-là qui ont quitté le marché du travail. Il manque effectivement certains migrants qui ont aussi dit que je ne vais pas revenir. On a des chiffres, on a fait
un rapport au BIT. Maintenant, ça ne se rapporte pas du tout à l'Europe, mais plutôt en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Le rapport s'appelle Confiné dans l'incertitude et c'est un peu sur l'impact du Covid. Et là-dedans, on a trouvé, mes collègues ont fait des enquêtes auprès de migrants. C'était des évaluations rapides, hein, quelque part, quels sont les impacts. Et là-dedans, ils ont trouvé que avant le Covid, ou au début du Covid, il y en avait à peu près 60% des migrants qui ont dû retourner à la maison, qui disaient « je veux de nouveau réimmigrer ». Et quelques mois plus tard, il n'y avait plus que 23%. Donc, c'est aussi quelque chose où les gens apprennent aussi, ils disent je ne vais pas me faire ça une deuxième fois. Et ça concerne les nationaux et ça concerne les migrants aussi. Hein. Merci, c'est intéressant. Peut-être Catherine sur ce dernier point qui est assez intéressant. Et puis, je voudrais aussi que vous interveniez, enfin, d'avoir votre analyse sur ce curseur entre migration régulière et irrégulière qui là aussi, avec le Covid, finalement, il n'y avait quasiment plus pendant un moment de migration légale, en tout cas y compris sur les régimes de liberté de circulation et des voies légales d'immigration professionnelle aussi. Est-ce que finalement, c'est ce curseur-là qui bouge et moins il y a d'immigration légale, plus il y a d'immigration irrégulière, ou est-ce que c'est aussi un peu plus complexe? Et là aussi, est-ce qu'on a appris de cette période du Covid ou est-ce trop tôt encore? Votre micro, Catherine. Votre micro. Alors, le premier point, c'est la fragilisation des personnes qui étaient en demande de titre de séjour ou de demande d'asile, parce que les bureaux étaient fermés et donc certains qui étaient demandeurs d'asile ne pouvaient plus demander l'asile, notamment en France, parce que les bureaux de demande d'asile étaient fermés, l'OFPRA, et pour ceux qui devaient faire renouveler leur titre de séjour, ils ont dû attendre très longtemps pour renouveler leur titre puisque les préfectures étaient fermées. Donc certains se sont retrouvés en situation quasiment irrégulière du fait de la fermeture des bureaux administratifs et de la difficulté d'accès au numérique pour beaucoup d'entre eux. Et donc, il y a eu une fragilisation du statut des personnes. D'autre part, pour toujours rester dans l'irrégularité, ce qui me frappe, c'est que malgré la prise de conscience de la dépendance qui a été signalée tout à l'heure à l'égard d'un certain nombre de métiers dans beaucoup de pays du monde, notamment en Europe, mais pas seulement, il n'y a pas eu pour autant, ni aux États-Unis, de régularisation. On n'a pas assisté à des régularisations massives de secteurs dans lesquels il y avait la mise en évidence du côté absolument indispensable des migrants dans les secteurs clés, si j'ose dire, qui sont les soins, notamment pour les personnes âgées, mais aussi l'agriculture, mais aussi toute une série de secteurs qui sont extrêmement dépendants de la migration, les services, etc. Donc, ça n'a pas changé, si j'ose dire, la politique migratoire et du point de vue de la frontière, si j'ose dire, entre les réguliers et les irréguliers, comme on n'a pas rouvert l'immigration de travail, notamment en Europe, puisque l'Europe c'est le seul continent où on est une des plus grandes régions migratoires au monde avec les États-Unis, mais en même temps, l'immigration de travail salarié est suspendue depuis 1974. Après, il y a quelques nuances, mais c'est ça l'esprit. Donc, pour le sécuritaire l'a emporté sur l'économique, hein, une fois de plus. Et donc, en fait, on ne peut pas dire que ça a attiré plus d'immigration régulière qui aurait pu entrer, puisqu'il y avait des irréguliers manquants dans un certain nombre de secteurs. Ils n'avaient pas pu traverser la Méditerranée, traverser les frontières, donc ils n'ont pas pu venir. Mais pour autant, on n'a pas ni régularisé ceux qui étaient là, ni ouvert davantage à une migration régulière. Donc ça, c'est le constat. Après, au-delà de cette constatation, si j'ose dire, ce qu'on peut voir quand même dans ce bilan, c'est d'une part la très grande, moi je dirais,
l'immobilisme des politiques migratoires. On n'a pas vu de politique vraiment. Il y a que l'Allemagne qui a un petit peu changé de politique migratoire avec le nouveau gouvernement en décidant ouvertement de rouvrir l'immigration de travail dans les secteurs où elle en avait besoin. Dans les autres pays, on a vu monter l'extrême droite, c'est le cas actuellement en Italie. En France, le Rassemblement national a obtenu 89 sièges à l'Assemblée nationale, pas nécessairement sur la thématique de l'immigration, mais quand même, elle en fait partie. On a vu la poursuite de toutes ces thématiques. On a eu une campagne électorale en France sur le thème du grand remplacement, il ne faut pas l'oublier. Donc finalement, ça n'a pas beaucoup changé le discours politique de rejet que l'on peut constater en Europe en la matière. Ce qui a fait changer un petit peu les mentalités, c'est la succession de 3 crises. La crise de la Covid, on avait déjà eu la crise syrienne, la crise de la Covid. Ensuite, on a la crise liée au réchauffement climatique, la prise de conscience de l'accélération du phénomène, notamment avec la sécheresse de l'été dernier, plus la crise de l'énergie liée au conflit russo-ukrainien. Donc ça a fait prendre conscience que d'une part, c'était peut-être moins nécessaire de se déplacer dans un certain nombre de cas, notamment tous les métiers du tourisme ou de la dépendance à l'égard de produits fabriqués loin parce qu'ils sont moins chers, etc. Donc je pense que là, il y a une prise de conscience du produire local, si j'ose dire, ce qui va sans doute faire diminuer un certain nombre de consommations d'essence et de gaz pour les transports commerciaux ou touristiques. Ça, je pense que ça va être sans doute un des éléments importants. Il y a une prise de conscience de ce phénomène, des aberrations, si j'ose dire, de ces interdépendances économiques dans ces secteurs. Et d'autre part, quand même, il y a un début de prise de conscience des crises démographiques à l'égard d'un certain nombre de pays du monde, notamment le nord de The Global North, comme disent les Américains, parce que nécessairement, il faudra trouver une solution à ces grands écarts démographiques qui nécessairement devraient se solder par, pas de façon massive, mais par des mouvements migratoires, mais surtout par d'autres politiques migratoires. Moi, ce qui me frappe, c'est la grande passivité de la réaction en termes de changement des politiques migratoires malgré la crise de la Covid et des autres crises concomitantes qui se sont succédées depuis. Donc, à vous comprendre, la prise de conscience de nos vulnérabilités, y compris ici en Europe, n'a pas changé notre perception des vulnérabilités des autres en termes de vulnérabilité économique, politique, sécuritaire. Tout en accélérant la vulnérabilité, surtout pendant la crise, de tous ceux qui avaient des besoins de statut qui n'étaient pas résolus puisque tout était fermé, ils ne pouvaient rien résoudre, ils n'avaient plus de travail, etc. Il y a eu une très, très grande vulnérabilisation, si j'ose dire, de toutes ces personnes qui vivaient de petits métiers et qui ne pouvaient même pas contacter les administrations qui s'occupent de leurs papiers. Christiane, si vous voulez ajouter quelque chose? Simplement qu'il y avait quand même certains pays qui ont fait des gros efforts, par exemple le Portugal, l'Espagne et l'Italie, qui ont été un peu plus vifs, plus agiles, comme on dit souvent aujourd'hui. Pour éteindre, par exemple, la teneur des visas, etc. Là, il y avait une prise de conscience. On ne veut absolument pas qu'il y a des gens qui tombent maintenant dans l'irrégularité. On va faire en sorte que, sommairement, on dit, voilà, votre date, même si ce n'est pas sur vos papiers, votre date est étendue jusqu'à X, hein, etc. Et c'était aussi fait dans un esprit de santé publique, quelque part, c'est-à-dire pour dire, vous avez aussi, vu votre statut régulier, vous avez aussi maintenant accès à notre système de santé. Je crois que ça, c'était vraiment des exemples de bonnes pratiques, là. Même si je déteste le mot « bonne pratique ». Moi aussi. Et moi aussi. Sophie? Moi aussi, je déteste. Mais je vous propose qu'on prenne les 2 questions qui ont été posées dans le chat. Si Isabelle Morellon et Yacine Aymad, si vous voulez poser en direct vos questions, ça serait encore plus interactif. J'espère que vous avez un micro. Isabelle, vous voulez démarrer?
Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, donc merci d'abord de cette conférence très intéressante. Ma question porte sur la politique zéro Covid de la Chine et je me demandais dans quelle mesure c'était une opportunité pour l'Europe du fait donc de la fermeture de la Chine. Est-ce que c'est une opportunité pour l'Europe pour accélérer son évolution de production, sinon locale, au moins mieux distribuée, plus rationnelle, etc. Catherine ou Christiane, je vous laisse répondre et puis on prend la deuxième question après. D'accord. Alors, pour ce qui est de la Chine, la grande productivité de la Chine dans le passé, avant le zéro Covid, c'était lié au fait qu'il y a une partie, il y a à peu près 240 millions de migrants irréguliers chinois en Chine, parce que ce sont des gens qui ont des passeports ruraux et qui décident de s'installer en milieu urbain pour se donner plus de chances de mieux vivre et surtout pour leurs enfants, mais ils perdent tous leurs droits puisque en principe, si on est né à la campagne, on doit vivre tout le temps à la campagne, toucher tous ses droits à la campagne, etc., etc. Donc ces gens deviennent des sans-papiers dans leur propre pays. Moi, j'en ai vu à Pékin, par exemple, ils s'entassent dans des toutes petites maisons avec des lits à étages, etc. Ils vivent comme des animaux presque dans leur matériellement, et donc ils font beaucoup de sacrifices pour leurs enfants surtout. Et ce sont ces fameux personnes qui détiennent des passeports ruraux donc, et qui s'installent. Donc c'est une force de main-d'œuvre bon marché considérable pour la Chine. 240 millions, c'est presque autant que le nombre de migrants internationaux sur la planète. C'est gigantesque. Et le système, moi j'en avais discuté avec des gens de l'Académie des sciences de Chine qui travaillaient sur ces sujets-là, qui était assez libre de parole et qui disait le gouvernement ne veut rien changer parce qu'il sait très bien que la compétitivité de la Chine est liée à cette importante masse rurale qui illégalement s'installe en ville, qui travaille pour très peu d'argent et qui donc permet une exportation considérable de nos produits vers l'extérieur. Donc ça n'a rien changé, si j'ose dire, parce que le système du houpou, comme on dit, rural ou urbain, n'a pas changé. Ils ont toujours eu peur, mais depuis très longtemps, de l'invasion des campagnes par les villes en Chine. C'est une très vieille peur qui est très antérieure à la période Mao, mais qui est toujours là aujourd'hui. Et donc, ça, c'est un aspect qui sans doute ne va pas changer malgré le grand confinement actuel. En revanche, la prise de conscience, comme je disais tout à l'heure, qui est couplée avec le réchauffement climatique, avec la prise de conscience de l'interdépendance qui a été liée au Covid et aussi la crise de l'énergie, va sans doute amener les pays du Nord, si j'ose dire, à se dire qu'ils ont plutôt intérêt à être moins dépendants, entre autres, de la Chine et d'autres régions du sud du monde, et d'essayer, dans la mesure du possible, de produire davantage local ou dans la proximité et de moins faire appel pour des raisons à la fois écologiques et géostratégiques à des pays du Sud qui sont eux-mêmes dans des situations incertaines quant à leur capacité de production et de fourniture de différents produits. Donc ça, je pense que c'est un aspect sans doute, et ça peut être une chance pour sortir de la dépendance dans laquelle on s'était installé à l'égard des produits chinois. On en a vu quelques exemples pour toute une série de produits récents. On ne peut plus faire... Il y a eu des pénuries de tel ou tel produit parce que c'était produit en Chine. On s'est aperçu que finalement, ce n'était pas une catastrophe et qu'on pouvait peut-être les produire chez nous à condition de payer davantage. Merci Catherine. Christiane, vous voulez compléter sur cette question ? Je suis entièrement d'accord avec Catherine. Je pense aussi que ça va être une opportunité par la suite, mais il faut répondre aussi à la question dans l'immédiat. Je pense que ce n'est pas encore le cas, on n'y est pas encore. Au contraire, nous sommes, comme disait Catherine, très, très dépendantes et il y a beaucoup de nos industries actuellement en Europe qui en souffrent énormément parce que nous sommes en attente de produits qui sont des composantes de nos produits finaux. Donc, il y a ça. Il y a aussi quand même certains matériaux
de base, les ressources, comment est-ce qu'on dit ça, le lithium, etc., des choses d'extraction, où on est aussi très, très dépendante et qu'on n'a pas forcément chez nous. Donc, ces problèmes, ça reste. Maintenant, c'est aussi, je trouve très intéressant, une question de politique. Et c'est ce qu'on a fait dans la politique. Je disais tout à l'heure, auparavant, on avait en Europe souvent une politique d'industrie qui disait je peux encore gagner quelques centimes de plus, donc je vais me mettre à l'étranger. Et on a fait notamment en Europe une grande faute dans tout ce qui concerne le solaire. Pour le solaire, actuellement, on voit ça en Suisse, on voit ça en Allemagne, le solaire est complètement dépendant de la Chine. Et c'était deux pays où le solaire était très, très élevé. Ils étaient parmi les pays les plus avancés dans la technologie du solaire il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, il y a les politiques qui ont décidé, on fait dans le charbon, on fait dans le nucléaire. Et tout ça, c'était extrêmement cher et les gens n'ont plus pris ces éducations, c'est ça aussi. Aujourd'hui, on veut avoir des nouvelles technologies, il nous manque la main-d'œuvre qualifiée, donc il faut former maintenant des gens et il faut les former ici et non pas en Chine. Et je crois que tout ça, ça prend du temps et on aura un grand moment, quelques années de difficultés là par rapport à ça. Merci. Alors, il y a une deuxième question et je vais me faire l'interprète de Yacine Ahmed qui a posé cette question qui vous était adressée, Catherine, mais je pense que Christiane, vous aurez le droit de répondre quand même. Franchir les frontières pendant la pandémie a été une opportunité pour des migrants qui traversent les côtes du sud marocain pour rejoindre les îles Canaries. Pas d'expulsion durant l'année 2020. Dans ce contexte de crise sociale et sanitaire, l'État marocain a laissé passer. Que pensez-vous de cet exemple ? C'est vrai. De temps en temps, l'État marocain laisse passer dans des conditions diverses. Là, ça a été à la faveur de la Covid, puisqu'ils n'en pouvaient plus, ils avaient sans doute plus le personnel pour contrôler les frontières et sans doute ils se sont dit que c'est pas la peine de s'acharner, si j'ose dire, sur ces subsahariens qui essayent de joindre les côtes espagnoles, laissons faire. De temps en temps, le Maroc a une certaine soupape, disons, d'indépendance dans sa décision, notamment quand il est en mauvais terme avec l'Espagne. On l'a vu l'année dernière quand l'Espagne avait accueilli un militant du Front Polisario pour protester. Le Maroc a ouvert sa frontière au niveau de Ceuta et Melilla en laissant passer quelques centaines d'Africains qui campaient aux alentours parce qu'ils voulaient montrer leur protestation à l'égard de l'Espagne. Donc ça arrive de temps en temps, c'est pas la première fois. Donc effectivement, le Maroc a une certaine, comme la Turquie d'ailleurs, des pays qui sont sur des zones très géostratégiques en termes de passage des migrants, ont une certaine marge de manœuvre en la matière. On l'a vu pour le Maroc, on l'a vu beaucoup pour la Turquie au moment de ce qu'on a appelé la crise de 2015. D'autres pays comme le Mexique sont à peu près dans la même situation. Merci beaucoup. Oui, j'ajouterais en fait que oui, là, on est dans une discussion sur quand est-ce que les migrations deviennent une menace politique extérieure. Hein. Et là, je trouve un très, très bon exemple était la Bélarus. Donc, et là, ils l'ont dit ouvertement. Hein. On vous fait ça, on vous crée des problèmes. Donc, c'est d'ailleurs une question qui se traite actuellement dans le cadre des... il y a une association de pays développés, les Intergovernmental Consultations. Je ne sais pas si ça existe en français, le titre. Donc, c'est quelques États... des pays de destination qui font un échange informel et actuellement, eux, ils discutent cette question. Qu'est-ce qu'on fait si on est soumise à des menaces comme ça? Merci. Je vais sortir ma casquette d'animateur pour aussi avoir ajouté quelque chose par rapport à cette question, parce que je ne suis pas sûr que le terme d'opportunité est vraiment le terme qu'il faut utiliser pendant le Covid et pendant les confinements, et surtout pendant l'année 2020, dans le sens où aussi il y a eu des États, et beaucoup d'États dits du Nord, qui ont utilisé les enjeux de santé publique comme un motif de contrôle complémentaire
aux frontières. Et donc, il y a bien sûr les exemples en 2020 des États-Unis, à la frontière mexicaine, donc les États-Unis de Trump, mais c'est aussi une politique qui est toujours en cours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait un motif de santé publique pour empêcher les personnes de rentrer. Il y a eu la Hongrie en Europe, mais tout le monde, et y compris l'Italie et d'une certaine mesure la France. Donc, il y a eu quand même une restriction des entrées, y compris parfois pour des réfugiés dans les territoires, au nom d'une politique de santé publique et une sorte d'instrumentalisation. Et puis aussi, pour rappeler, il y a eu, c'est vrai, beaucoup moins d'éloignements, d'expulsions en 2020 dans la France. Si on parle de la France, il y en a eu quand même, et il y a eu quand même des placements en centre de rétention à un niveau assez élevé, vu le contexte pandémique en 2020. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même encore eu 100 000 interpellations d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire et des placements en rétention. Donc, je pense que l'opportunité, elle était quand même relativement limitée aussi, en tout cas du côté du pays, de notre côté, du pays d'accueil. On va continuer le débat avec la troisième vidéo, plus là sur les perspectives et sur quelles alternatives, quelles solutions. Sophie, à toi, s'il te plaît. But substantively, what I think we will be focusing on is in many ways strengthening migration as a key element, both in the achievement of the Sustainable Development Goals, the Agenda 2030, and in the pursuit, the realization of the Secretary General's our common agenda vision for the United Nations community. And a number of ways in which we will do this is by reinforcing the essential need for migrants to be part of truly inclusive societies, particularly as we build back from the pandemic. You mentioned access to vaccines. That's obviously the totemic aspect of that inclusive building back. I think that places where people already face challenges getting a visa or a visa waiver to travel, for instance, are now also the places that are under-resourced in terms of vaccine access. And they're also the places where it might be difficult to arrange a test within 72 hours, increasingly now 48 hours, even 24 hours for the United States. All of these ways in which we're now trying to restrict movement or to manage movement in response to variants and impose greater surveillance. All of those ways will squeeze, especially people who are from countries in the Southern Hemisphere, or who just have less access to resources. There's a lot of talk, a lot of pressure being put on the governments to open. ECOWAS is looking at it also and trying to see how they can open safely. So I think having the testing facility, hopefully as the tests get cheaper, you know, originally it was very expensive to do a test. Now they are getting cheaper. And I think also with time, possibly the vaccines too might get cheaper, more readily available. So there are things that are better. But one thing I would emphasize that since COVID-19 knows no borders, so whatever decisions, for instance, Ghana takes, it has to be in collaboration with the other countries. So I think COVID-19 has its negative side, but its positive side so is that it gives opportunities for instance, West Africans to work together more closely. There's an urgent need for West Africans. If you don't work together closely like we've been doing, we all take our national policies. It's hard for it to work if we don't take a more regional kind of approach. Because at the borders, who is crossing in? Togolese are moving into Ghana, Ghanaians are moving to Togo and Nigeria. So we have to take a regional, approach. If we think through the priorities for the next 6 months,
it's a little bit easier to see where there can be international agreement. So we talked earlier about this sort of shift towards vaccination requirements. And I think right now there's a lot of interest in how you make sure that the different systems for verifying vaccination requirements are interoperable, they work with one another. And that's an area where we're seeing dialogue, at least, between different countries and regions. So not just thinking about mutual recognition, but also, you know, what standards to get behind. So, you know, that maxim that you can have something fast, cheap, or good, but you pick two. You can't have all three. I think it's a little bit like that when it comes to the sort of mobility, pandemic mobility architecture. So you can have something streamlined, you can have something safe, or you can have something equitable. You have to pick two of those. And sadly, I think it's going to be equity that loses out. So we need to be thinking really, really hard about what we can do to mitigate that, what we can do to make sure that, sure, countries can have vaccination requirements, but make sure that they have a complementary system, a backup system for people who are from countries where vaccine access is tricky. How do you make sure that, sure, you have digital as your default so that it's streamlined, but there are also systems where people can just use paper-based certificates, but also just if they're places, people from the United States where we just still have our little UDC paper slips to prove our vaccination, they're still able to get those verified. So you might have digital first, but then you have a human providing the backup in most of these systems. So I think that streamlined, parsimonious, efficient, digital first are all going to be the sort of words of the future. But we need to make sure that we don't forget about equity as far as possible. Alors, Christiane, le Covid est intervenu finalement à peine un an après l'adoption du pacte de Marrakech, qui a lancé ou relancé tout le processus de gouvernance mondiale des migrations. Est-ce que finalement la pandémie a un peu cassé cette dynamique de dialogue international, de coopération internationale en termes de migration, et quels enseignements finalement de cette période, de ces 2 dernières années ont été tirés lors de la revue du processus de gouvernance mondiale qui s'est tenue à New York en mai dernier, qui était le premier grand rendez-vous après la conférence de Marrakech en décembre 2018. Bon, je pense pas forcément que la pandémie a énormément interrompu le processus global. Le processus global était déjà relativement faible si vous parlez des pactes de leur adoption. Il y avait déjà pas mal de gouvernements qui n'étaient pas très heureux d'être même à cette conférence de Marrakech et qui par la suite ont renoncé de faire partie de ce pacte. Je crois que l'idée pour ce pacte est née à New York lors de la conférence organisée par le président Obama. Et tout ça, c'est aussi une conjoncture historique quelque part qu'il y avait un président Obama qui était intéressé par les migrations d'une façon un peu plus libérale que d'autres gouvernements avant et après. Et en même temps, il y avait, comme d'ailleurs comme c'était presque toujours le cas, un directeur général de l'OIM, de l'Organisation internationale d'immigration, qui était un autre Américain. Il y avait une chimie qui passait bien entre ces deux hommes. Donc, il y avait cet intérêt de créer quelque chose et de ramener l'Organisation internationale pour l'immigration dans le système des Nations Unies. Je crois, pour moi, quelque part, une bonne partie pourquoi on a eu ce pacte, c'est notamment pour lancer l'OIM un peu plus. Et puis, actuellement, l'OIM joue un énorme rôle dans le réseau des Nations Unies sur l'immigration.
Et voilà, donc, je crois que la pandémie n'a pas vraiment cassé toute cette dynamique-là. Il y a ceux qui sont suspects, qui trouvent le tout toujours suspect. On peut se demander si vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on va atteindre avec ce pacte. Bon, tout le monde est engagé, notre organisation également, mais notre organisation, comme j'avais déjà souligné auparavant, voit les travailleurs migrants comme travailleurs. Donc, nous, on a aussi un engagement extrême dans le domaine des économies en tant que telles et pas seulement les travailleurs migrants. Donc, nous trouvons que, par exemple, par l'accélérateur, si on parle de multilatéralisme, l'accélérateur mondial pour l'emploi et la protection sociale pour une transition juste, il faut aussi investir beaucoup dans ces instruments-là qui sont pour la population dans leur ensemble. Et puis, nous mettons l'accent énormément maintenant sur une reprise axée sur l'humain. Donc là, c'est vraiment au BIT, ou à l'OIT, les nouveaux mots-clés, si vous voulez, depuis notre conférence de notre centenaire. Donc, on a eu notre centenaire en 19. Et voilà, là, il y avait une déclaration qui a été adoptée. Et je crois que moi, je préfère personnellement de voir la question des travailleurs migrants dans cette plus grande optique d'un marché de travail et des institutions du marché de travail qui tiennent en compte aussi ces travailleurs-là. Donc, ça, c'est pour nous autres et pour moi-même en particulier, quelque chose que j'adore souligner, que je trouve très, très important, qu'on ne regarde pas toujours les migrants comme un groupe à part, bizarre, et on fait quelque chose pour eux, mais finalement, quand on fait quelque chose pour la société, on ne pense pas vraiment aux migrants. Donc ça, je trouve problématique, et dans ce sens-là, le pacte met peut-être de nouveau à part les migrants. Mais ça, c'est mon interprétation très, très personnelle. Et évidemment, c'est très important de coopérer au niveau international sur ces questions. Pendant des décennies, on n'a pas du tout pu parler de migration en tant que telle. On pouvait uniquement aborder cette question dans le cadre du développement. C'était migration et développement. Il y avait le Forum mondial pour les migrations et développement. À partir de 2006, il y avait ça, c'était une option pour parler des migrations. Actuellement, on en parle, donc c'est déjà un bon début, mais pour moi, ce serait beaucoup plus important encore si on fait de l'avant pour le travail décent pour le monde entier. Merci beaucoup. Peut-être Catherine, de revenir aussi sur finalement l'augmentation l'accroissement des inégalités dans les opportunités de mobilité et de migration internationale, que Megan aussi a mentionné, donc le risque finalement d'un décrochage d'une partie encore plus grande, d'une partie à la fois de la population de la planète, mais y compris, ce que je trouve aussi intéressant, inquiétant, y compris au sein de certains pays. C'est-à-dire que finalement, il y aura les riches et les pauvres, y compris au sein des pays riches et au sein des pays pauvres. Et là, quel est selon vous, enfin, les perspectives aussi pour de multilatéralisme, de coopération internationale ou régionale? Finalement, peut-être la question, c'est est-ce que c'est au niveau régional qu'il faut aussi aborder ces cadres-là? Est-ce que ces questions-là, est-ce que c'est le meilleur cadre, sachant que le dialogue mondial reste très marqué par cette opposition nord-sud sur les questions migratoires? Ah, merci beaucoup. Alors moi, je reviens sur le pacte de Marrakech, puisque j'avais travaillé avec Bertrand Badi sur les processus de multilatéralisme, comme ça a été dit tout à l'heure, qui est la méthode de travail du pacte de Marrakech. Et l'avantage de ce pacte, d'une part, ça a été de mettre sur la table des Nations Unies, enfin, la question des migrants et des réfugiés suite à la crise de 2015 qui a débouché sur le pacte, dont le contenu est quand même largement inspiré des réunions annuelles du Forum mondial migration et développement créé par Kofi Annan depuis 2006, effectivement. Donc, il y a toute une série de thématiques qui ont émergé des différents lieux où se sont tenus ces fameux forums.
qui sont ressortis dans les mesures, dans la feuille de route migrants, avec 23 mesures et 5 pour les réfugiés. Donc ça, je trouve ça très bien. Et ça a aussi fait prendre conscience, je crois, à l'échelle mondiale, que quand même, il y avait une très grande fracture en termes de politique migratoire entre le Nord et le Sud. D'une part, la plupart des politiques d'immigration, les politiques d'entrée, le droit de sortie est universel, si j'ose dire, mais ou presque, avec toutes les conventions internationales qui sont autour. En revanche, le droit d'entrée est de plus en plus contrôlé, comme on l'a vu, limité, etc., sécuritaire. Et ceux qui tiennent en fait le droit d'entrée, quelque part, c'est les pays les grands pays d'immigration du monde, qui sont des pays du Nord, avec leur politique d'entrée, qui sont souverainistes, souvent très inspirés du sécuritaire, et qui définissent à l'échelle européenne, américaine, canadienne, japonaise ou autre, et aussi dans le Golfe, leur politique d'entrée. Donc il y a une très grande inégalité dans la définition de qui gouverne, si j'ose dire, puisque ce sont les politiques migratoires qui définissent non pas le droit de sortie, mais le droit d'entrée, selon des considérations souvent électorales, pour ne pas dire électoralistes, qui n'ont rien à voir avec la rationalité, comme on l'a vu au cours de cet après-midi. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième aspect qui me paraît important, c'est que effectivement, les pays du Sud sont très enthousiastes ils ont largement signé le pacte de Marrakech. Il y a quelques pays qui ont fait défaut, mais les États-Unis, il faut les signaler, Israël et quelques autres, mais très peu. Il y a eu quand même une grande adhésion au pacte de Marrakech. Vous voyez, on a 269 signataires, donc sur 294 pays dans le monde, donc c'est quand même très bien. Donc, ça montre qu'il y a eu un intérêt autour de cela. Est-ce que ce sera suivi? On a l'impression qu'il y a beaucoup de sceptiques, comme ça a été dit tout à l'heure, à l'égard de ce pacte. Effectivement, si on réfléchit, si on essayait de cartographier un peu tout cela à l'échelle mondiale, la plupart des pays du Nord sont signataires des grandes conventions internationales qui ont un impact sur les droits des migrants. Je pense par exemple au droit d'asile, la Convention sur les droits de l'enfant de 1989, les conventions de l'Organisation internationale du travail qui concernent les migrants étrangers. Mais en même temps, il y a beaucoup de pays du Sud qui sont défaillants. Il y a 50 pays non signataires de la Convention de Genève qui sont tous au Sud. Mais en même temps, si on regarde la pratique, au Sud, et c'est là qu'il y a une vraie fracture, il y a une certaine tolérance. Il n'y a pas de signature dans la plupart des cas du droit d'asile dans beaucoup de pays du Sud qui reçoivent des migrants qui en produisent aussi. Mais en même temps, il y a une certaine tolérance à l'égard du fait que les gens sont là. Et donc, ils savent eux-mêmes qu'ils vont produire des réfugiés et donc ils en accueillent aussi des pays voisins. Donc, il y a une certaine tolérance à l'égard de l'immigration irrégulière, une certaine tolérance à l'égard des gens qui sont en situation d'asile, si j'ose dire, même si on leur donne aucun statut. Donc, c'est un peu la situation que l'on trouve au Sud, alors qu'au Nord, on est plus sur le contrôle, la sécurité, etc. et tous les instruments qui ont été mis en place autour de la frontiérisation, comme on dit, bordering et rebordering, comme on l'a vu depuis ces dernières années, pas seulement avec la crise syrienne, c'est beaucoup plus ancien, ça date des années 1990. Donc il y a une inégalité des contextes et une inégalité des politiques. Le droit de sortie est très valorisé au sud du monde, et au nord aussi d'ailleurs, grâce à nos passeports très généreux. On peut aller dans 185 pays avec un passeport européen sans visa, il ne faut pas l'oublier. Au sud, bien, il y a beaucoup de pays les plus mal lotis, si j'ose dire. Ils peuvent aller dans 20 pays qui sont aussi pauvres qu'eux. Je pense aux Afghans, aux Somaliens, aux Érythréens. C'est ceux qui emploient les voies des passeurs qui traversent la Libye, la Méditerranée, etc. Donc là, il y a une très grande inégalité du droit à la mobilité. Et je crois que ce droit à la mobilité, il est aussi énoncé dans le pacte de Marrakech. Donc, il y a vraiment le nord-sud du monde qui s'est rencontré, qui a été ensemble autour de la table avec d'autres acteurs aussi. C'est le multilatéralisme, des experts, mais aussi des syndicats, des associations, les employeurs, toute une série d'acteurs qui ont participé de près ou de loin
à cette nouvelle initiative. Donc, moi, je suis très favorable au mécanisme. Et puis, peut-être que peu à peu, ça va quand même faire mouche, si j'ose dire, sur la scène internationale, avec tous les autres modes de multilatéralisme dans la gouvernance mondiale que l'on peut trouver dans d'autres secteurs. Donc, je pense que c'est quand même très soutenu par le sud du monde, il ne faut pas l'oublier. En Europe, on a tendance à oublier qu'on a signé le pacte de Marrakech, et quand on regarde le pacte européen sur l'immigration et l'asile, on voit plutôt la montée des souverainismes et les très des grandes difficultés des pays européens à avoir une politique commune, ne serait-ce qu'à l'échelle des 27, en matière d'asile et d'immigration. Merci beaucoup, Catherine. Alors, il y avait une question dans le chat et après, on peut peut-être en prendre encore une ou deux si dans les participants, il y a des questions qui vous brûlent la langue pour les 4 minutes qui nous restent. Mamdou Alba-Adani, je vous donne la parole. Est-ce que tu as un micro? Ça n'a pas l'air. Alors, sa question, c'était sur les procédures Dublin. Est-ce qu'il y avait eu un impact sur les procédures pendant la période de Covid, sur le règlement Dublin? Il subsiste. Moi, ce que j'ai constaté, j'ai pas vu beaucoup d'impact en la matière. Sans doute les procédures de dublinage, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui est arrivé dans un pays, ensuite il apparaît qu'il est arrivé initialement dans un autre pays européen avant d'arriver par exemple en France, passer éventuellement par l'Italie. Peut-être que dans cette période-là, il y a eu moins disons, de déportation vers l'Italie en la matière, mais pour le reste, Dublin subsiste. On avait dit qu'on supprimerait Dublin avec le pacte européen sur l'immigration et l'asile. Ce qu'on peut constater, c'est que, le pacte n'a toujours pas été voté, il date de 2020, il ne faut pas l'oublier, et que, Dublin subsiste. Donc, ça arrange beaucoup de gens, parce que la première frontière de l'Europe, c'est les pays du Sud. Moi, j'ai enseigné 3 mois en Italie au printemps dernier. Tous les jours, il y a des arrivées à Lampedusa et ailleurs au Sud. Donc, c'est devenu très banal, si j'ose dire, malheureusement. Et ça arrange des tas de pays du nord de l'Europe, d'Europe centrale et orientale, d'avoir une sorte de frontière. On laisse les autres se débrouiller, il ne faut pas dire mieux. Les Italiens, les Maltais, les Grecs, les Espagnols, qui doivent se faire avec ces arrivées, et donc on laisse le système perdurer parce que c'est une sorte de lâcheté et d'hypocrisie qui consiste à maintenir ce système. Mais c'est très confortable pour les autres pays qui sont protégés par la première frontière de l'Europe, c'est les pays européens du sud de l'Europe. Christiane, vous voulez compléter? Non, pas forcément sur cette question-là. Je suis d'accord que, évidemment, Dublin, je ne pense pas que ça a eu un grand impact. Et puis, il y a aussi une certaine perversion de ce système dans la mesure où, quand on a des personnes qui se sont déjà bien intégrées dans un pays qui n'était pas leur premier pays d'accès à l'Union, au pacte de Dublin, à ce moment-là, ces personnes, disons par exemple, qui parlent super bien allemand déjà, sont amenés en Italie 3 ans plus tard. Donc là, je pense qu'il y a des choses à faire et des réformes à penser. Je voulais revenir sur un autre point que Catherine avait mentionné, qui m'est venu à l'esprit quand elle parlait de la souveraineté et les règles d'admission. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça crée des droits discriminatoires, notamment quand on pense à tous ces différents programmes de migration temporaire qu'on a en place un peu partout. Donc, c'est vraiment les États qui décident, les États de destination qui décident des fois unilatéralement, mais des fois en bilatéral avec un ou plusieurs pays, etc. Mais toujours est-il, c'est eux qui dictent les règles d'admission et ça donne aussi souvent un droit aux employeurs
que l'État refoule les personnes qui se comportent pas bien dans le cadre des règles des différents programmes. Et puis, on a une sorte de hiérarchisation des droits selon avec quel statut on entre dans un pays. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment très désirable. Et on devrait essayer de faire des efforts pour faire les choses un peu plus prévisibles pour les migrants, qu'ils aient la possibilité de changer de statut, etc., et qu'ils soient réglés d'une manière un peu plus spécifique. On a maintenant, la semaine prochaine, une grande discussion au sein de notre organisation sur les migrations temporaires, et on va mettre, je crois, dans quelques jours sur le web la version française de notre rapport de synthèse sur l'immigration temporaire, où ce genre de questions est traité et les problématiques par rapport à ça mis un peu sur le tapis. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une tendance en Europe, en tout cas, peut-être en Amérique du Nord, et comme si on n'avait pas appris aussi du passé, c'est-à-dire que la migration de travail dans les années 50-60 était perçue comme une migration temporaire, et finalement, les personnes, quand justement les frontières se sont fermées et que les opportunités de faire des allers-retours, quelque part aussi entre le pays d'origine et l'Europe de l'Ouest ont été fermés, les gens sont restés ici. Et donc, j'ai l'impression qu'on repart un peu sur cette idée qu'on peut utiliser des travailleurs étrangers dans la mesure où on va moins délocaliser le travail, on va les faire venir ici et on retourne sur cette utilitarisme un peu du travailleur migrant et on va retourner derrière sur les mêmes frustrations parce que les personnes, il y a tels écarts de niveau de développement que rien n'incite ou peu de choses incitent au retour au pays s'il n'y a pas d'opportunités aussi personnelles et professionnelles là-bas. Et j'ai bien peur qu'on refasse erreur encore. Et en plus, les employeurs veulent souvent pas non plus que les gens repartent. Et là, c'est aussi une petite perversion dans nos discours, dans nos pays européens notamment. D'un côté, on dit on veut avoir une migration temporaire, ça c'est à l'adresse des populistes quelque part qui veulent pas plus d'étrangers. Donc, on va les utiliser, ces personnes, ça c'est un peu ouvertement le discours, mais d'un autre côté, nos économies demandent autre chose et quelque part, c'est complètement au détriment de nos sociétés qui sont déjà très diversifiées parce que tout le monde continue à être appelé migrant, même c'est des gens qui sont largement intégrés dans nos sociétés. Donc, il y a tous ces problèmes qui sont liés un tout petit peu. C'est super complexe. Il y avait peut-être une question. Non, alors je n'ai pas vu d'autres questions dans le chat, mais peut-être vous voulez vous poser des questions l'une à l'autre. Non, moi, ce qui me frappe, et c'est la question que je poserai à Christiane, c'est le fait que moi, ce que je constate ayant travaillé sur le long terme aussi des politiques migratoires, pendant les années de croissance, comme on appelle en France les 30 glorieuses, la voix, et pas seulement, même avant, et la voix des employeurs était très importante pour décider des politiques migratoires. Aujourd'hui, il m'est arrivé de faire des débats devant, y compris le MEDEF, etc. Ils sont complètement inaudibles pour les décideurs, pour les pouvoirs publics, et je pense que c'est peut-être un peu moins vrai en Allemagne, mais c'est quand même le cas aussi en Italie, alors que les employeurs sont une force très importante en Italie du Nord. On les entend plus. Aujourd'hui, les seuls qui ont un impact, c'est l'opinion publique, c'est les sondages, c'est la montée des extrêmes droites, mais la voix des employeurs pour dire il faut arrêter ces politiques migratoires stupides qui créent des sans-papiers pendant des années, etc., et qui conduisent les gens à traverser le désert, à traverser la Méditerranée pour travailler ailleurs, ça n'a aucun sens puisqu'on en a besoin de toute façon.
toutes catégories confondues, les peu qualifiés, les moyennement qualifiés, les très qualifiés. Donc on est dans une aberration totale, une sorte de contradiction entre le libéralisme économique et puis de l'autre côté l'ultra-sécuritaire, comme dit notre collègue James Holyfield. Donc aujourd'hui, on n'entend plus du tout les employeurs. Alors je ne sais pas, l'expérience que vous avez, vous, à l'OIT sur ce phénomène que j'ai constaté, mais je ne suis pas la seule depuis déjà assez longtemps, alors qu'ils étaient très présents dans le débat sur la définition des politiques migratoires entre 1945 en gros et la fin des années 70. À mon avis, il y a peut-être un peu un lobbying derrière, donc disons relativement invisible. Les employeurs sont très en premier plan dans le multilatéralisme. Oui. Là, c'est justement en tant que personne qui vient de l'OIT, c'est un reproche que j'ai par rapport à ce pacte. Comme c'est dans un système multilatéral où il n'y a pas, comme chez nous à l'OIT, les syndicats et les employeurs, dans une organisation comme l'OIM, eux, ils travaillent beaucoup avec les employeurs, mais ils laissent de côté les travailleurs. Et évidemment, les employeurs ne demandent que ça. Hein. Mais dans ces enceintes-là, c'est clair que aussi chez nous, il y avait une étude des employeurs sur les perspectives sur l'immigration temporaire. Et là-dedans, ils disent clairement, nous voudrons avoir plus de flexibilité et plus facilement accès aux travailleurs migrants. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se fassent derrière les coulisses, quelque part dans pas mal de pays. Mais les gouvernements, et puis j'ai fait une mini étude historique aussi sur l'histoire d'immigration temporaire, ce qui est super intéressant. En fait, c'était lancé plus ou moins par la Prussie et l'Afrique du Sud dans les années 1880 à peu près. Ce genre de programme qu'on a encore aujourd'hui avec tous les mêmes problèmes, et c'était créé justement dans un esprit. On voulait d'un côté pacifier les populations qui étaient anti-étrangers, et d'un autre côté, en Prussie et en Afrique du Sud, il y avait des industries naissantes, les diamants, l'or en Afrique du Sud, les manufactures en Prussie, et dans les deux pays l'agriculture, qui demandaient, où les employeurs demandaient plus de travailleurs. Et donc, je crois on reste quelque part 100 ans plus tard ou 150 plus tard dans cette même dilemme pour les gouvernements, qu'ils sont entre les chaises. Oui, exactement. Bon, sur ces mots, sur l'histoire qui se répète, pour le pire et parfois le meilleur, j'espère quand même. Je vous remercie, je remercie tout le monde. Un petit point d'actualité sur les prochains rendez-vous du CMC, du Centre Migration. Le 3 novembre, on organise une table ronde sur la question aussi d'actualité, notamment en France, de l'accueil et l'intégration des personnes exilées en milieu rural, sujet sur lequel on travaille depuis quelques années, et on organise cette table ronde en partenariat avec l'entraide Pierre Valdo à ICMC Europe. Et puis le 6 décembre, une conférence à Paris avec la fondation BNP Paribas, un de nos partenaires, au Palais de Chaillot, pour ceux qui sont à Paris, sur la mobilisation citoyenne pour les personnes exilées. Donc, si parmi vous, certains n'ont pas reçu l'invitation encore, n'hésitez pas à nous envoyer un email à Sophie et à moi, et on transmettra à la Fondation, et vous serez les bienvenus. On peut que ce soit aussi un moment de réunion pour nous tous sur ces questions-là. Merci beaucoup à Christiane et Catherine, toujours extrêmement intéressant de vous entendre. Merci Sophie pour l'invitation, et merci Barbara aussi pour l'organisation. Et à bientôt, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Je suis contente de vous rencontrer. Merci beaucoup.